Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti passe au vert avec des parcs solaires dans les zones franches. Enfin, dans l'actualité internationale, Antonio Guterres de l'ONU sonne l'alarme, l'économie palestinienne en péril. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, la République de Djibouti accueille demain le sommet extraordinaire de l'IGAD sous le haut patronage du président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le premier chef d'État qui doit participer est arrivé ce soir à l'aéroport international de Djibouti. Il s'agit du président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud. À sa descente de l'avion, le président de la République fédérale de Somalie a été accueilli par le ministre de la Justice djiboutien, M. Ali Hassan Bahdon. Le président de la Somalie est accompagné d'une forte délégation. Après l'accueil par le ministre de la Justice, a eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti et les discussions ont porté sur les liens de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Rappelons que la présence marquée des personnalités de haut rang à cet événement préliminaire témoigne de l'importance stratégique de la réunion de l'IGAD et de la volonté des dirigeants africains de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans la région. Les officiels et les diplomates de la Somalie étaient présents à l'aéroport lors de l'arrivée du président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud. Eh bien, dans l'anticipation de la 41e session extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, c'est bien le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, qui a atterri aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti en fin de matinée, accueilli avec un protocole chaleureux par la ministre des Affaires sociales, Mme Hulfa Ismail Abdo. Le président Faki a été conduit au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Présent lors de cette rencontre officielle, l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba ainsi que le représentant de Djibouti à l'Union africaine, M. Abdi Haïbé. L'atmosphère était empreinte d'une ambiance cordiale et d'une anticipation palpable quant à l'importance des discussions qui se dérouleront lors de la session extraordinaire de l'IGAD. Les leaders présents ont abordé des questions cruciales liées à la paix et à la sécurité et au développement dans la région, soulignant l'engagement continu de l'Union africaine envers la promotion de la stabilité de la coopération régionale. Au cours de l'échange, le président Faki a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Djibouti et a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les nations pour relever les défis communs auxquels l'Afrique est confrontée. La présence marquée des personnalités de haut rang de cet événement préliminaire témoigne de l'importance stratégique de la réunion de l'IGAD et de la volonté des dirigeants africains de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans la région. Alors que les discussions s'annoncent cruciales, l'arrivée du président Faki à Djibouti marque le début d'une séquence diplomatique d'importance régionale. Et bien après avoir chaleureusement reçu le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, la ministre a orchestré une réception aussi cordiale pour d'autres dignitaires qui se joindront aux discussions cruciales de l'IGAD. Le salon VIP de l'aéroport, devenu le point de convergence des esprits stratégiques, a été le théâtre d'échanges informels, de discussions préliminaires. L'ambiance était électrique, empreinte de l'importance des enjeux à venir lors de la session extraordinaire de l'IGAD de demain. Les discussions vont aborder divers sujets allant de la sécurité régionale à la coopération économique, soulignant la nécessité d'une collaboration étroite entre les nations pour relever les défis communs. Puis après, les délégations des pays de l'IGAD affluent vers Djibouti pour participer au sommet extraordinaire de l'IGAD à Djibouti demain au Campeski Palace. C'est la délégation du Sud-Soudan conduite par le ministre des Affaires étrangères, M. James Pita Morgan, qui est arrivé au début de soirée à l'aéroport international de Djibouti, où il a été accueilli par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bahdon. Puis le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bahdon, a eu une première entrevue dans le salon VIP
avec le ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudan. Le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badon, a souhaité la bienvenue à la délégation du Sud-Soudan, qu'il a remercié pour son accueil. Les discussions ont été élargies à la coopération entre les deux pays, Djibouti et le Sud-Soudan, liées par des relations variées dans de nombreux domaines et les voies et moyens de le renforcer davantage. D'autres délégations des pays du l'IGAD sont attendues pour participer au sommet extraordinaire de l'IGAD, dont plusieurs chefs d'État. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est après son lancement officiel par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La 3e édition de la Foire internationale de Djibouti se poursuit au centre d'exposition internationale Red Seal World, situé sur le site de l'ancien port de Djibouti. Rappelons que cette foire rassemblait cette année des centaines d'exposants, des milliers de visiteurs et d'exposants en provenance de plus de 16 pays différents, confirmant la place de carrefour commercial de Djibouti. La radio-diffusion télévision de Djibouti n'est pas en reste, puisqu'elle a érigé également un stand pour proposer à qui veut bien l'entendre ses services publicitaires et numériques. Et durant cette journée palpante et riche en rebondissements, la foire a accueilli entre ses murs le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, qui s'est déplacé exprès pour visiter les différents stands érigés à cette occasion et faire part de son soutien et celui du gouvernement aux entreprises locales et étrangères. Ce dernier, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication, chargé des postes télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badon, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Ils ont été accueillis à son arrivée par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa et son équipe. La délégation ministérielle a pu s'imprégner de l'ambiance site de l'événement qui en est à sa 3e édition. Durant sa visite des stands, le Premier ministre n'a pas manqué de faire un halte au stand de la radio-télévision de Djibouti, qui est un fidèle partenaire de cette foire depuis sa 1re édition et un soutien de la première heure dans tous les événements nationaux. Enfin, avant de poursuivre sa visite des quelques 200 stands, le Premier ministre et notre ministre à tutelle, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, ont posé pour une photo de groupe avec la responsable de l'équipe commerciale de la radio-télévision de Djibouti, à savoir Amran Saïd Mohamed, et de son équipe. Cette marque d'estime a prévalu à l'RTD de recevoir des mains du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa une récompense de la chef de service technico-commercial de la radio-télévision de Djibouti à Mme Amran Saïd Mohamed. Les agents commerciaux de la RTD sont à pied d'œuvre durant toute cette semaine pour attirer et fidéliser le maximum de clients. Rappelons que de nombreux opérateurs économiques issus de divers secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie, la logistique, les technologies, l'information, le tourisme et bien d'autres venus d'Europe, des Amériques et d'Asie et d'Afrique prennent part à cette 3e édition de la Foire internationale de Djibouti. On reste toujours à la Foire internationale de Djibouti où des dizaines d'opérateurs, entreprises privées et publiques prennent part à cette foire internationale. Il faut souligner également la présence du stand de la Société immobilière et de l'aménagement foncier, la SIAF, qui a été créée dans le cadre de la politique sectorielle de l'habitat retenue par le gouvernement de Djibouti, qui vise prioritairement à mettre en place un cadre de vie amélioré, à garantir l'accession à un logement décent pour tous. La SIAF est donc devenue l'acteur principal de l'aménagement foncière. La SIAF est aujourd'hui sur un nouvel élan visant à engager encore plus fort, facilitant les projets d'aménagement de la valorisation du foncier morcelé, dans le but d'augmenter le rythme de construction des logements afin de répondre à une demande croissante soutenue par un dynamisme démographique très élevé. Donc sur Nagal, c'est 100 hectares que nous essayons de parcelliser aujourd'hui et sur lequel nous avons un projet de résidence aussi pavillonnaire. Donc aujourd'hui, la grande annonce que nous faisons à la Foire internationale de Djibouti, c'est qu'à partir de l'année prochaine, nous allons commencer à proposer nos premières maisons duplex et des maisons triplex avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée en offre au sein de la SIAF. Donc c'est un honneur non seulement de proposer cette offre, mais en plus de participer à la foire qui a suscité pour nous beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attraction, beaucoup de visibilité. Donc on est extrêmement reconnaissant à la Chambre de commerce, à la visite du président, du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement qui nous ont visités aujourd'hui. Et surtout le public djiboutien qui a pu voir une entité publique aujourd'hui présenter ses produits, car nous travaillons en priorité pour le public djiboutien.
Nous allons mettre en lumière cette fois-ci aujourd'hui, dans cette édition, ce vendredi, le stand de l'entreprise de Wale Construction, qui a un projet d'immobilier prochain à Balbala Sud sur un emplacement stratégique. Eh bien, ce projet de construction est composé de 250 villas type F3 et de 494 villas type F4. Il y avait une initiative plutôt dévolue à la promotion du développement national. La foire internationale de Djibouti a valeur de plateforme majeure d'exposition pour notre pays sur les atouts phares de ces dispositions et potentialités économiques multiformes. Parlons maintenant du groupe Ibrahim Al-Dubaï. Il a présenté des médias dans le domaine d'électroménager, climatiseurs, réfrigérateurs, technologie inventor, qui réduit à 110% d'électricité, aussi des gazinières et des machines à laver, à tout ce qui appartient à la future maison. Ce groupe Ibrahim Al-Dubaï, également des autres marques de construction et d'électricité. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Ça nous a permis de faire connaissance avec des gens et nous a ouvert un grand avantage pour présenter notre immobilier, Inch'Allah, qui sera juste derrière l'université de Djibouti de Balbala. Nous avons 744 villas à construire bientôt. Parmi les 744 villas, il y aura 250 de F3 et 494 de F4. Il y aura un hôpital, une école, des centres commerciaux, des supermarchés. Et c'est pas très cher. Soyez les bienvenus, soyez nombreux. Là, notre bureau se situe à Sessab, juste près de la maison du Premier ministre. Direction Dubaï, où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, poursuit sa mission aux Émirats arabes unis en paraphant le protocole d'accord de la coopération avec le Parlement international pour la tolérance et la paix, représenté par M. Ahmed bin Mohamed Al-Garwan, ex-président du Parlement arabe. Eh bien, cette institution parlementaire internationale, qui regroupe aujourd'hui plus de 50 pays à travers le monde entier, est une plateforme internationale dédiée à la tolérance et à la diffusion de la paix, ainsi qu'à de nobles objectifs humains, et a été créée en novembre 2017. Sa mission principale est de diffuser la culture de la tolérance et de la paix afin d'aborder les enjeux de la paix mondiale contemporaine à travers ses différentes composantes, telles que le Parlement international pour la tolérance et la paix et l'Assemblée générale pour la tolérance et la paix. Ainsi, l'Assemblée nationale de la République de Djibouti est membre de cette auguste institution depuis le 7 décembre 2023. Toujours en marge des travaux de la COP28 de Dubaï aux Émirats arabes unis, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a entériné mercredi dernier l'adhésion de la République de Djibouti au sein de l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert. En effet, l'Alliance constitue une plateforme de leadership, de collaboration et d'échange entre pays africains à fort potentiel en énergie renouvelable et développeurs de projets de production de l'hydrogène vert. Elle facilite la coopération entre les pays membres et les appuie dans le domaine d'élaboration des politiques publiques et réglementaires, de renforcement des capacités et des compétences, des financements des projets et des délivrances des certificats nécessaires aux projets hydrogène vert. Elle regroupe actuellement des pays africains tels que l'Égypte, le Kenya, la Mauritanie, le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud et enfin la République de Djibouti et le Nigeria qui le rejoignent en séjour. Et dans un mot prononcé, cette occasion, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, s'est dit réjoui de voir notre pays rejoindre une telle alliance qui joue un rôle important dans le processus de développement et de production de l'hydrogène vert. Retour à Djibouti, où le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Salim Ferriani, ainsi que la directrice de Néothermis, ont signé hier un contrat d'achat d'électricité à l'hôtel international Escale. Eh bien, ce contrat concrétise la création de 2 parcs solaires au sein des zones franches pour répondre aux besoins énergétiques durables, notamment pour la logistique et la chaîne du froid, les besoins énergétiques ainsi que du système d'irrigation de la ferme hydroponique. Cet accord marque un pas concret vers la vision de Djibouti 2035 en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans les zones franches et les parcs industriels. Cette transition énergétique APK23 ne se limite pas à une simple symbolique. Elle positionne la zone franche comme précurseur de l'industrialisation verte
en réduisant les émissions de carbone et en adoptant des pratiques durables. Cette avancée cruciale témoigne du leadership de Djibouti dans la promotion des énergies renouvelables en Afrique dans le cadre de l'industrialisation verte. Il a noté que suite au discours éloquent du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la COP28 à Dubaï, plaidant pour l'expansion des énergies renouvelables en Afrique lors du forum sur l'industrialisation verte de la zone franche du PK23 à Djibouti, franchit une étape décisive. Toujours dans le fil de l'actualité, nous passons maintenant à la journée de commémoration de la journée internationale de la lutte contre la corruption qui a été organisée par la présidente de la Commission nationale indépendante de la prévention de la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a livré un discours lors de cet événement. Écoutons-la. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers concitoyennes et concitoyens, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme à l'accoutumée, la République de Djibouti, à l'instar des autres nations, célèbre aujourd'hui, 9 décembre, la Journée internationale de lutte contre la corruption. La commémoration de cette année coïncide avec le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Elle vise à souligner le lien crucial entre la lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement. À cette occasion, je voudrais ici, au nom de la commission que j'ai l'honneur de présider, réaffirmer notre attachement indéfectible aux principes de bonne gouvernance, tels que l'intégrité, la transparence, la responsabilité, mais aussi la reddition des comptes dans la gestion de l'administration publique et du secteur privé pour une société fondée sur l'éthique, l'intégrité, refusant la corruption et l'injustice. Mes chers compatriotes, notre pays a érigé la lutte contre la corruption en priorité nationale. C'est pourquoi elle a été une des premières nations à avoir ratifié la Convention des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre la corruption en février 2005. Sous le leadership éclairé du premier magistrat, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, notre pays s'est doté d'une instance indépendante de lutte contre la corruption, en l'occurrence la Commission nationale indépendante de prévention et de lutte contre la corruption en juillet 2013. La Commission, comme son nom l'indique, a une mission de prévention et de lutte contre la corruption. À ce titre, elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Chers compatriotes, la journée que nous commémorons nous offre aujourd'hui l'occasion de réfléchir ensemble sur les effets dévastateurs de la corruption dans notre société et aussi sur les voies et moyens de l'éradiquer. Comme vous le savez, la corruption est l'affaire de tous, dans la mesure où chacun peut en être victime à tout moment et en tout lieu. Partout où elle sévit, elle laisse un climat délétère et malsain. Elle est un obstacle majeur au développement économique et social et dans ce sens, elle mène à moins de prospérité, à moins de respect des droits humains et à moins de satisfaction des besoins sociaux. La corruption peut mettre également en péril notre système judiciaire, notre système de santé, l'efficacité de notre administration et par conséquent affaiblir la capacité du gouvernement à satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens. Pour prévenir et combattre efficacement la corruption, le plan d'action quinquennal de la Commission nationale indépendante s'appuie sur plusieurs axes stratégiques clés. Nous envisageons de renforcer la communication et la sensibilisation à tous les niveaux de la société. Nous envisageons aussi d'améliorer la collecte et l'exploitation des données sur l'état de la corruption, de renforcer la coordination entre les organes de contrôle et enfin de renforcer la coopération régionale et internationale. Nous reconnaissons le rôle essentiel de la société civile et de la jeunesse dans cette lutte. Dans le cadre de la vision Djibouti 2035, nous encourageons la société civile à devenir un acteur majeur du développement, agissant en tant que partenaire véritable de l'État. Ainsi, le gouvernement, les administrations publiques et privées, les organisations de la société civile, les médias et la population doivent être associés dans ce combat noble contre la corruption. Chaque idée, chaque fait, chaque geste posé dans le sens de rompre la chaîne de la corruption et de promouvoir la culture de l'intégrité et de la transparence doit être une source de fierté car susceptible de servir le futur commun de notre cher pays. Je vous souhaite une excellente célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la République de Djibouti et l'assiste dans ce combat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser le monde à ces problèmes et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte de la prévention. Voici un magazine sur la question contre la corruption préparé par la rédaction. Un phénomène global, omniprésent dans chaque coin du monde. Indépendamment de la culture, de l'économie ou de la politique, la corruption s'infiltre dans tous les aspects de la société. C'est un combat sans frontières, un défi que nous devons relever ensemble en tant que communauté internationale. À Djibouti, sous la vision pragmatique et engagée du président Ismaël Omar Guelleh, le pays a marqué son engagement international en ratifiant la Convention de l'ONU contre la corruption le 8 février 2005, affirmant ainsi sa volonté de se conformer aux normes mondiales. La vision Djibouti 2035 représente l'ambition du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de faire de notre pays un pôle économique, commercial et financier dans la région. Cette vision met résolument l'accent sur la bonne gouvernance, soulignant particulièrement le pilier essentiel que constitue le mécanisme de prévention et de répression de la corruption. La prévention et la lutte contre la corruption sont essentielles. Elles assurent l'utilisation efficace des ressources, favorisent la croissance économique et renforcent la confiance des citoyens envers les institutions du pays. Cette lutte a été renforcée par des mesures clés telles que la création de la Cour des comptes en 2001, la création de l'Inspection générale de l'État en 2001 et la création du service du renseignement financier en 2001. La mesure la plus marquante a été la création de la Commission nationale indépendante de prévention et de lutte contre la corruption en 2013. Cette commission a pour mission principale la prévention et la lutte contre la corruption, la mise à jour de la stratégie nationale, le renforcement de la coordination intersectorielle de toutes les entités de lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale et la coordination et le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de lutte contre la corruption. Elle promeut aussi les principes de bonne gouvernance tels que l'intégrité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des administrations publiques et dans le secteur privé. La Commission a depuis sa création réalisé plusieurs activités, dont des activités de déclaration de patrimoine de hauts responsables de l'administration, la participation au mécanisme d'évaluation par les pairs sur l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, des activités de sensibilisation de la population sur la corruption, le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la Commission et la mise en place d'accords de coopération avec les institutions internationales de lutte contre la corruption. La vision de la Commission est de faire de Djibouti un pays exemplaire en matière d'intégrité et de transparence. Ensemble, luttons contre la corruption. Culture à présent, où l'émission phare de la radio-télévision de Djibouti, Djib Talent, se poursuit toujours. Hier soir, c'était la 4e soirée où 8 candidats mixtes étaient en lice pour la sélection de 2 meilleures voix dans le cadre du critère de sélection de la 2e phase de l'émission de télé-réalité qui passionne le public dans la capitale, les régions de l'intérieur et la diaspora djiboutienne. Suit l'émission en direct sur la chaîne 4 et sur nos réseaux sociaux. Après une rude sélection, 8 candidats émanant de la capitale et des 5 régions intérieures ont été départagés par le jury et par les votes du public par SMS, par le biais du numéro le 34 920. La sélection de la meilleure voix a été supervisée, comme d'habitude, par le huissier Abdou Malik et le président du jury de l'artiste Aïdrouz. Et pour la 4e soirée de sélection, 2 meilleures voix ont été sélectionnées. Il s'agissait de Hassan Mohamed Hassan, de la région de Tadjoura, et Omar Youssouf Omar, de la région de Dikil. Des résultats annoncés en direct par l'huissier à la fin de la soirée, animé par Mariam et Hassan Omar. Découvrons ensemble l'ambiance et les moments forts de cette 4e soirée.
Eh bien, toujours dans la continuité de ce concours intitulé JIP Talent, organisé par la radio-télévision de Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, les habitants de la capitale, dans 3 communes, ont suivi en direct la 4e soirée, 16e de finale. Certaines familles ont suivi l'émission chez eux, d'autres plus nombreux, dont des nombreux, ont suivi le direct de JIP Talent dans les CDC de la capitale. La passion, l'engouement de la jeunesse était palpable pour suivre l'émission JIP Talent en direct dans les CDC de la capitale, qui sont par excellence les lieux d'épanouissement des jeunes. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti a couvert certains CDC de la capitale et ont constaté que de nombreux jeunes et amis et membres de la famille de 8 jeunes prodiges en lice n'ont pas raté le spectacle d'hier soir. Certaines personnes ont eu l'occasion de participer à l'émission en envoyant des SMS de soutien à leurs favoris. Un show télévisé qui s'érige en sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne qui souhaite faire valoir son art, la voix mélodieuse. Après les délibérations, les 2 candidats des régions ont été sélectionnés après la victoire de 2 filles lors de la dernière soirée JIP Talent le week-end dernier. La radio-télévision de Djibouti, depuis le premier jour de lancement de cette initiative qui inspire et interpelle la jeunesse djiboutienne, n'a de cesse de bercer le grand public tous les jeudis soirs par le rythme mélodieux de ces jeunes venus de la capitale et des régions de l'intérieur pour faire preuve de leur talent et potentialité en matière d'interprétation musicale. Eh bien, l'émission JIP Talent a été suivie aussi en direct dans les régions de l'intérieur. Eh bien, cette 4e soirée de l'émission JIP Talent était suivie dans les régions de l'intérieur, que ce soit dans les quartiers ou les CDC et des chefs-lieux de la population. On suivait aussi la projection en direct à l'émission. La passion et l'engouement des spectateurs, des auditeurs étaient palpables durant toute la soirée. Certains ont suivi chez eux et d'autres, en majorité, jeunes, se sont pressés dans le centre de développement communautaire des régions de l'intérieur pour suivre en grand ce grand concours fascinant. Le spectacle était suivi sur grand écran, capturant en live l'engouement collectif que la sélection des talents émergents 2023-2024 suscite chez les jeunes. Ces rassemblements sont également l'occasion de tisser des liens de partage, d'émotion et surtout de soutenir activement leurs candidats favoris. Les spectateurs ne se contentaient pas d'observer, ils devenaient acteurs en envoyant des SMS de vote vital pour la progression des candidats dans cette compétition artistique. La proximité virtuelle devient réelle quand les fans se réunissent pour pousser ensemble leurs favoris vers la victoire. Sont mobilisés pour soutenir ce soir à notre candidat. Direction le sud du pays où le conseil régional de Dikil a abrité hier une réunion de mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Cet événement a réuni les OCAL, les femmes leaders, des agents de santé communautaires des 9 localités rurales éloignées du chef-lieu de Dikil où l'enclave est parfois sans poste de santé. Sous le patronage du ministère de la Santé, la réunion est organisée par l'ONG PLE en partenariat avec l'UNICEF et l'AFD. La réunion a vu la participation du président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein, du sous-préfet, Youssouf Ali, ainsi que du médecin-chef, Dr Jama. Ils ont remercié l'UNICEF et l'AFD pour l'appui financier apporté pour cette importante opération et l'ONG PLE pour son appui d'encadrement des agents de santé communautaires. Ces derniers ont successivement encouragé les participants à se mobiliser et à sensibiliser les femmes enceintes et ou allaitantes de leur localité respective qu'une équipe médicale mobile du CMH nous dit qu'il viendra prochainement pour leur prodiguer des dépistages sur la malnutrition des soins médicaux adéquats. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Aujourd'hui, c'est un projet de renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition. C'est un projet mené par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF, financé par l'AFD et un acteur principal dans la sensibilisation qui est l'ONG PLE. Donc, ce projet recouvre 13 localités de notre région. Comme vous le savez, la malnutrition est un facteur grave qui est un obstacle pour la croissance de l'enfant, mais aussi qui atteint la mère. Et cela induit de nos jours, dans notre région,
à cause des crises climatiques, de la sécheresse, des inondations, du manque d'hygiène, des localités inaccessibles qui sont éloignées, très éloignées, mais aussi à cause de flux massifs de réfugiés, localités voisinantes des régions frontalières. Aujourd'hui, l'objectif est de sensibiliser. Vous êtes les acteurs de ces différentes localités, vous êtes là pour pouvoir être informés du gravisme de cette maladie. Donc c'est à vous d'être le porte-parole et les représentants de ces localités, de sensibiliser l'ensemble de cette population sur cette maladie. Vous aurez à vos côtés le CMH d'Edikil, dont il y a plusieurs antennes médicales dans les différentes localités qui vont œuvrer. Mais pour vous, ce qui est important, c'est mobiliser et sensibiliser la population sur cette malnutrition. Et j'espère que vous allez assimiler dans cet atelier tous les éléments qui vous permettra de bien comprendre cette maladie et de bien pouvoir comment sensibiliser la population. J'espère que vous allez assimiler tout ça aujourd'hui. Et dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. C'est ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de protection efficace pour les civils à Gaza, qu'il n'y a pas d'endroit sûr dans la bande de Gaza, soulignant que 85% de la population de la bande de Gaza avait été contrainte de quitter son foyer sans autorisation nécessaire minimale de la vie. Les déclarations de Guterres sont intervenues quelques heures avant le Conseil de sécurité des Nations Unies ne vote sur la demande d'un cessez-le-feu humanitaire dans la guerre entre la résistance palestinienne et Israël. M. Guterres a déclaré que les Nations Unies étaient déterminées à continuer de fournir une assistance aux habitants de la bande de Gaza, mais que l'on craignait un effondrement complet du système de soutien humanitaire à Gaza, ce qui aurait des conséquences désastreuses. Antonio Guterres a ajouté que le système de santé à Gaza s'effondre alors que les besoins augmentent et que la nourriture pour la population de Gaza s'épuise et que selon le programme alimentaire mondial, il existe un risque sérieux de famine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.